Donc salut les gars, on fait une interview aujourd'hui des joueurs AOA qui s'investit vachement en ce moment sur Royaume et République, en jouant, en faisant des démos, surtout sur la guerre de sécession. Ce gars, c'est Corsair Mike. Donc il est juste au-dessus de moi là, dans la photo. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, on va parler un peu de Mike, rapido, savoir comment il est venu au Wargame, etc., l'histoire et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, on va fouiller la campagne de... Alors Mike, tu me corriges, j'arrive jamais à la prononcer, de Shenandoah. Shenandoah C'est ça. Shenandoah, voilà. Donc c'est bon, je vais buter sur le mot tout le temps. Moi, je vous préviens tout de suite, en sécession, je suis un âne. Je connais pas du tout, enfin très très peu cette période-là. C'est beaucoup Reynald qui a bossé là-dessus, sur la règle Royaume et République. Mais rassurez, je rassure tout de suite tous les joueurs qui jouent pas à Royaume et République. En fait, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est de la campagne. Bien sûr, on va évoquer le wargame de temps en temps. Mais en fait, ce qu'a fait Mike, c'est qu'il nous a fait une campagne entière. Alors c'est vrai qu'elle est calibrée sur la règle Royaume et République Sécession, mais une campagne entière, il l'a rédigée avec ses petites mains. Cette campagne, on va la mettre en lien sur le site awargame.com, puisque vous savez que chez awargame.com, maintenant, on a envie de libéraliser le wargame, que tout le monde en profite, gratos. Voilà, les wargamers français, on est capable de faire ça. Et merci à ce cher Mike qui nous a fait un gros boulot. Je sais ce que c'est que d'être passionné. Et Mike, ben voilà, hein, si tu peux te présenter rapido pour tous les copains qui te connaissent pas. Bon, ben, moi, je suis Mickaël. J'ai découvert WoW Wargame au travers de sa règle Légion d'honneur. Et ça fait des années que je traîne dans divers wargames. Je tâtonne à droite à gauche. Et donc, Et tu jouais à Légion d'honneur, tu joues encore de façon très occasionnelle, et maintenant tu te consacres à fond, j'ai l'impression, dans la sécession, quoi. Alors pourquoi la ah, sécession? c'est une période qui m'a toujours intéressé. Je suis rentré dedans par le plus grand des hasards. Et j'ai découvert ce conflit par le plus grand des hasards. Et j'ai découvert que ce conflit avait tellement d'éléments, tellement de choses qui ont intervenu dedans, entre les multiples escarmouches, les immenses batailles. C'est un conflit qui est exceptionnel dans son ampleur, son histoire, dans les événements qui le structurent. C'est- Et t'es allé à fond, hein, On a... parce que tu me disais qu'avant 30 ans, tu as fait de la reconstite, en fait. Tu t'es mis à faire de la reconstite sécession. Ah bah ça, ça a commencé dans un club de tir où je cherchais à faire du tir à la poudre noire, mais avec des chargements d'époque. Autant dire que les tireurs poudre noire dans les clubs, ils ont les cheveux qui se hérissent quand on fait ça. Mais j'ai rencontré un doudingue. D'ailleurs, salut mon Roy, si jamais tu vois cette vidéo un jour, qui en plus de vouloir faire de l'histo, faisait partie d'un groupe de reconstitution sur la guerre de sécession. Et donc, je là-dedans avec tous mes clichés de cinéma qu'on a tous, hein, en France, connaître la guerre de sécession, à part par la dernière séance, en général, c'est le niveau maximum. Et t'as porté donc l'uniforme nordiste. C'était quoi ton choix d'uniforme? Alors, le groupe dans lequel je suis rentré, oui, c'était les Jayhawkers, qui sont donc des 7e de cavalerie du Kansas. Ah, le septième de Moi, j'ai commencé, cavalerie, quoi. voilà, et j'ai commencé avec un uniforme de zouave, mais Fire Zouave, ça ressemble pas exactement aux zouaves tels qu'on les connaît. Pour finalement, avec le fait de faire des animations de temps en temps, j'ai pris l'uniforme du 22e de cavalerie de New York. Parce que pour les gens en France, le 22e de cavalerie, ça évoque surtout les tuniques bleues. Ah, ok. Et alors, ton plus beau souvenir de reconstite, avant qu'on bascule dans le wargame, parce que moi j'étais reconstitueur en Apo, il y a plein de reconstitueurs dans le wargame, et ton plus beau souvenir en reconstitution? Un plus beau souvenir, le problème, c'est qu'il y en a une légion de beaux souvenirs en reconstitution. Plus gros, par définition, j'ai réussi à faire une reconstitution à Antietam, bataille d'Antietam aux États-Unis.
Oh, Et putain. là, c'est quelque chose d'énorme parce que la reconstitution guerre civile aux États-Unis, c'est des 5 000, 10 000, 15 000 reconstituants. Et là, t'étais à cheval? J'étais à cheval, oui. Waouh. Je montais une petite Appaloosa. Bon, ben les gars, vous Gentille. voyez, on a. Je te coupe, hein, excuse-moi, c'est pour pas faire trop long parce que Oui. j'ai trop envie de rentrer dans le boulot que t'as fait. Juste un Oh, mot, vas-y. quand on a des reconstitueurs qui font du wargame, les gars, ça change complètement notre vision du jeu. Maintenant, chez AWA, nous, on n'aime pas ce que je dis toujours, les historiens de fond de gymnase, les mecs qui te font des cours, machin, et qui se prennent trop au sérieux. On aime l'histoire, on essaie de la reconstituer, on essaie de retrouver dans le wargame très humblement, en faisant des règles simples. Et comme promis pour tous les joueurs qui jouent à Royaume et République ou pas, on va parler un peu de ta campagne. Et là, à l'écran, je partage, je ne sais pas si tu vois, Mike, sur ta gauche, l'écran avec ton Word qui fait combien de pages? Qui fait 47 pages quand même de campagne, hein. Ouf. Donc là, tu as bien Oui, mais bossé. c'est truqué parce qu'il y a les annexes pour pouvoir Ouais, faire. ouais. euh, Ouais, le gars est humble, quoi. Alors, j'espère que j'ai téléchargé la bonne version parce que tu nous en as fait je ne sais combien de versions et merci, merci pour. Moi qui ai écrit le jeu avec Reynald, je peux dire que ça fait super plaisir de voir quand un joueur s'investit comme ça. Merci Mike, merci. D'ailleurs, vous le retrouverez au Kremlin Bicêtre le 6 et 7 juin 2026. Là, on va se retrouver tous. Il animera une table de démo sur une des batailles, je crois, de cette campagne. Et alors là, je fonce tout de suite sur la campagne que t'as fabriquée de tes petites mains. Pourquoi tu as choisi Shenandoah de Et là, 1800... ça ne sera pas sur la campagne de la Shenandoah. Ah, ça sera sur Actuellement, quoi? je suis en train d'écrire et de préparer une deuxième campagne qui sera sur Antietam. Et la bataille, ça sera celle du col de Crampton. C'est quand le McClellan tente de franchir les montagnes sud pour attaquer Lee. Ah, donc tu fais au KB une démo sur une autre bataille. Ok, c'est pas grave. Bon, c'est... Exactement. Ok, donc pourquoi tu as choisi la campagne de Shenandoah de 1862 plutôt qu'une campagne de Gettysburg ou d'Antietam pour commencer? Pourquoi tu as commencé par cette campagne? C'est une histoire un petit peu stupide, puisque à la base, c'est notre Laurent Fabrega qui cherchait le scénario par Laurent rapport à une. alors, je dis qui est-ce, hein, Laurent Fabrigas, c'est le gars qui fait 3D Forge, qui nous fait des impressions en résine Seconde Guerre mondiale, des décors, du Napo, de la guerre de 7 ans, de la sécession. Il fait des kits dans toutes les échelles possibles. Donc Laurent Fabriga, un gars super bien, qui bosse super bien. Petite boîte française. Vas-y, excuse-moi Mike. Pas de souci, qui avait une gare toute tordue, qu'il voulait faire en impression, et il cherchait à quelle bataille c'était lié. Du coup, j'ai fouillé, je lui ai fait sortir le scénario et les effectifs correspondants. C'était pour la bataille de Corinthe. Ok. Et à ce moment-là, j'étudie un petit peu Kernstone pour faire un scénario disponible pour Awa. Et voilà, comme j'ai fait un scénario pour Laurent, je me suis dit pourquoi pas faire là une campagne complète. Par ce qu'a fait Jackson, ça sera beaucoup plus parlant pour les joueurs dans la mesure où en France, on est quand même très Napoléon. La campagne d'Italie, ça parle à tout le monde. C'est la campagne par définition que du Napoléon. Et une campagne qui se passe au milieu des montagnes, à courir à droite et à gauche pour essayer de faire d'avoir la supériorité numérique sur un adversaire qui est bien plus puissant, parle à tout le monde normalement. Et du coup, si tu me dis, hein, si je dis des bêtises, hein, mais quand j'ai lu ta campagne, apparemment Jackson et son armée parcourent plus de 550 bornes en quelques semaines en fait, C'est hein. ça. Et En quelques il livre en fait 5 batailles, hein. C'est ça, 5 cinq batailles. batailles. Et dans la campagne que tu as écrite, Alors 5 batailles, mais il ne faut pas le regarder au sens des guerres précédentes. Il ne faut pas le regarder au sens des guerres précédentes. Il y a énormément d'escarmouches. Voilà. qui sont des mini-batailles, on va dire. Mais toi, dans la campagne, tu en décris 5. 5. Ok. Les 5 principales. Est-ce que dans ceux qui vont découvrir cette campagne pour jouer à Royaume et République ou à d'autres wargames, hein, pour s'en inspirer, est-ce que tu as mis dans la campagne une approche de scénario en scénario pour décrire un peu cette frénésie de mouvement
tu vois, cette rapidité? Est-ce que ça se ressent? Est-ce qu'il y a des règles spéciales au début de chaque bataille? Est-ce que... Non, je pense que c'est plutôt l'effet des dates qui va faire la sensation des mouvements plutôt que les scénarios, puisque les scénarios correspondent aux batailles elles-mêmes. Ok, Il n'y a ok. pas de jeu d'entrée. Là où on peut ressentir les effets des marches rapides de Jackson, c'est le fait que les nordistes, contrairement à l'habitude dans les batailles, sont toujours en infériorité numérique ou équivalent aux sudistes. La question tout de suite, excuse-moi, j'ai oublié de le dire, de donner un peu de contexte quand même sur la campagne, parce que moi je la connaissais pas, hein. De toute façon je ne connais pas beaucoup en sécession. Mais qui commande les nordistes, qui commande les sudistes? Alors, pour ce qui est les sudistes, c'est le général Jackson, Stonewall Jackson. Pour ce qui est des nordistes, il faut voir que ce monsieur qui, au départ de la campagne, a que 9000 hommes, Mhm. va mobiliser les 25 000 hommes du général Fremont. Ah ouais, on en parle un peu plus loin de Frémont. Ouais, ok. Il va immobiliser comment dire, les hommes de Banks. Ouais. Il va immobiliser aussi une partie des troupes de McDowell qui sont stationnées à Fredericks. Ok. Résultat des courses, avec le renfort de Ewell, qui va monter ses troupes à 17 000 hommes, Jackson va neutraliser 60 000 hommes. Et il va faire échouer plusieurs campagnes en même temps. Pouah. Et en fait, je crois que c'est une campagne qui est encore étudiée dans les écoles militaires. Ah, Euh, c'est un sommet du genre. Il faut voir que la zone de la Shenandoah, on est un petit peu sur les bases des Appalaches. C'est des zones relativement montagneuses avec des vallées. Et il va se déplacer au travers de cette zone-là en coupant toute la chaîne des Blue Ridge de long en large. Donc là, on imagine que quand je montre un peu la carte, on voit là, voilà, le triomphe de Jackson, hein, ça, c'est le début. On va pas décortiquer toute la règle, hein, mais tout ce que tu as écrit, mais on voit cette carte là de la vallée de Shenandoah. Et en fait, les batailles, elles ont lieu là, principalement dans cette vallée ou autour. Pardon pour la question, hein, mais Dans la vallée. dans la Dans la vallée. vallée, c'est dans la vallée de la Shenandoah que ça se passe. D'ailleurs, si tu regardes au nord, tu vas trouver Winchester. En gros, Ah, ça va de Winchester à Port-République et de Harrisburg à Port-République aussi. Donc, ça et traverse vraiment tous les coins. Kernstone, ça, c'était beaucoup plus tôt, c'est en mars, mais cette bataille est fondatrice dans la mesure c'est elle qui va donner l'idée à Lee de lâcher Jackson au mois de mai. parce que c'est la seule défaite de Jackson, je crois, Kirsten, non? Kernstone, oui. Et Oui, comment, oui, comment on peut c'est. expliquer que Jackson, c'est la première fois et la seule fois qu'il perd une bataille, et d'un point de vue stratégique, il y a une victoire majeure en fait pour son camp. Oui, oui, c'est une victoire majeure pour les sudistes. Il va tellement bloquer la situation qu'il va donner la main pour livrer bataille à Richmond, donc 160 km plus loin, et finalement remporter la campagne de la péninsule contre McClellan. Ouais, là voilà, on voit une carte de Carston à McDowell du 23 mars au 8 mai 1862, où on voit cette belle carte que t'as mis dedans. J'aurais dû la mettre plus tôt, j'aurais dû être, au lieu de rêver, j'aurais dû être plus attentif. T'as intégré, alors là on descend un petit peu, tu vois, là quand j'ai feuilleté, je regarde un peu au début, t'expliques l'échelle et la représentation de la bataille. Pour les sudistes, t'as mis la règle rebellielle partout. Oui, Alors, rebellielle, tu peux nous rappeler aux joueurs ce que ça... Bon, dans Black Powder, c'est une règle qui existe, qui donne aux sudistes alors, un c'est allant. Rebellion, c'est le cri des sudistes lorsqu'ils se lançaient à l'assaut. Ouais. Son premier usage, c'est à la bataille de Bull Run. C'est Jackson qui demande à sa brigade de charger en poussant des cris et des hurlements à glacer le sang des adversaires.
Et donc, dans Royaume et République, bon, je l'ai écrite, mais rappelle la règle juste. Je crois qu'on charge son test de morale, hein. Bon, c'est un gros bonus pour En le test fait, de morale. dans Royaume et République, c'est une période pendant laquelle on veut favoriser les échanges de tirs assez longs, avec des lignes de bataille qui s'affrontent. Et le moment où les gars chargent, même en guerre de 7 ans ou en guerre de sécession, c'est un moment fatidique dans la bataille qu'on réserve vraiment pour un moment. C'est pas toujours que les gars ont cette fougue, hein, ont ce courage de le faire. Donc nous, dans la règle, on a pris ce choix de créer des tests de morale pas si simples à passer pour pouvoir charger. Il y a des fois où charger, ça sort d'affaire une unité. Ça peut aussi forcément la mettre dans l'embarras, mais ça peut permettre de déboucher, de casser une ligne de bataille, donc c'est crucial de pouvoir le faire au bon moment. Maintenant, il faut pouvoir le faire. Pour les sudistes, on a choisi de mettre cette règle qui permet aux joueurs sudistes... De la rébellion à l'époque, dans les troupes de Jackson, c'est inévitable. Si on ne met pas le rébellion, on passe à côté de quelque chose qui est quand même assez spécifique de l'armée sudiste. Et là, je vois, tu as choisi... Alors, pour Royaume et République, ça, c'est atypique, hein, parce que dans Royaume et République, on peut jouer en 6 mm des corps d'armée, chaque unité représente une brigade. Là, en 28, en 15 et en 6 mm, on peut jouer aux 3 échelles. Il faut aller voir la règle pour se rendre compte comment on utilise. Mais là, un socle 100 hommes, t'as vraiment zoomé, j'ai l'impression, non? Les unités ne sont pas... sont fonction de l'échelle, on va dire, des combats de l'époque. Or, là, on est sur du régiment. Ah, donc Et tu joues... je cherche pas à faire du 28, 15, 6 ou autre. Ouais, ouais. Faire dire, c'est ça, quelquefois, l'échelle de jeu qu'on a, on se retrouve à jouer la même chose. Ok. Ce qui change, c'est plus l'utilisation des réglettes, en disant, là, c'est au régiment, on prend la grande réglette. C'est à la brigade, on prend la petite réglette. Ok, t'as décidé de faire au Euh, régiment, compte tenu, en fait, si j'ai bien pigé, à l'époque, on de avait des règles. l'échelle, Là, on est sur Kerston, et là, on est sur McDowell, où on voit... sur, Mac, voilà, putain, t'as fait sur des belles cartes, McDowell, il hein. faut voir que les sudistes sont dans la zone. Jackson, son infanterie s'est placée en EF. Dans l'ordre de bataille, il n'y a aucune pièce d'artillerie. On est sur des hauteurs. Ouais, ok. C'est hauteurs posées sur des hauteurs, posées sur des hauteurs à chaque Ouais, fois, ouais, ouais. et des zones gradées. Le problème, c'est que il y a que 2 brigades nordistes qui sont de l'autre côté de la rivière Mhm, et qui s'aperçoivent que les sudistes, si jamais ils prennent pied, ils arrivent à acheminer leur artillerie, mhm. la position va devenir intenable. Et Regarde, donc, à partir de là, les nordistes sont sur la zone A4, F4, ah ouais, donc derrière la rivière. tu déploies ta bataille en diagonale, en fait. Tu montes en diagonale, enfin, c'est une bataille qui se fait dans Mmh, la diagonale de la table, ok. voilà. Donc, pour que ça soit jouable et que les joueurs aient chacun des objectifs qui rendent la bataille un peu plus équilibrée, j'ai mis l'ensemble des hauteurs. On a des chiffres comme des points. Le petit pont qui apporte le point numéro 5 qui apporte des points de victoire, ce qui va favoriser un petit peu le nordiste dans le démarrage de la partie parce qu'il est en sous-effectif majeur. Donc le seul point de passage, c'est le pont. C'est le pont. C'est Ouah, le le pompon. scénar, ça doit être dur à jouer, ça. Oui, mais ils ont une cavalerie. Du coup, ils ont le 1. Hop, ils ont le qui est déjà très accessible pour eux, le 2 aussi, et le pont. Ah, ok. Donc, très rapidement, enfin, avec un nordiste qui est relativement agressif et qui ne campe pas derrière sa rivière, ils peuvent dès le départ arriver à capitaliser plus de points de vie que le sudiste. Putain, là, on voit qu'il y a beaucoup de monde dans cette bataille. Ça, c'est la première bataille de Kernstown, donc. Kernstown, Voilà. Alors, si tu qui est devais la résumer. bataille qui se passe au mois de mars. Hein. C'est le 23 mars. Ok. Donc, si tu dois résumer, parce que là, je vois, il y a un ordre de bataille quand même plus gros que celle qu'on vient de voir là. Voilà. Jackson est en train de faire une petite campagne au travers de la Shenandoah, histoire de secouer les forces de l'Union. Il tombe sur les forces de Shield. Et comme il sait déjà qu'il faut éviter le regroupement de Fredericksburg, bien que ça soit un dimanche, il se décide à attaquer. Et donc, du coup, en gros, si tu. Là, je vois, il y a un seuil critique côté confédéré Ah, de. mais
là, on a un ordre du sudiste qui est assez typique, c'est qu'il y a beaucoup d'unités, mais il y a des unités qui sont déjà très faibles ou très fatiguées. On trouve plusieurs fois des deux socles. Or, c'est fragile. C'est une des particularités des troupes sudistes. C'est régulièrement, on se retrouve avec des régiments qui sont pas nombreux. Ouais, mais au niveau du moral, on voit un moral d'armée de 10 et pour le confédéré et de 7 pour le nordiste quand même, hein. Donc ça, je rappelle dans la règle ce que c'est. À côté de votre table, vous avez un petit Ah bah, tableau. Dans Royaume et République, il y a un petit tableau, en fait, où quand vous loupez un test de morale, alors il y a plein de moyens d'éviter de le louper, hein, c'est pas auto, mais quand vous loupez un test de morale, vous baissez votre seuil critique. Ou alors quand vous voulez faire des actions spéciales, vous pouvez baisser votre seuil critique. L'adversaire sait pas exactement à combien est votre seuil critique, puisque ça se joue caché, ça se révèle en fin de partie. Mais dès que vous atteignez 0, l'armée perd en morale. On peut continuer à jouer, mais ça devient très très critique. En général, on organise une retraite. Donc ça, c'est une particularité de Royaume et République pour jouer un peu le moral global de l'armée sans que l'autre s'en rende trop compte. L'autre voit que vous piochez des pions qui vous mettent du malus, mais il ne sait pas de combien, vous lui révélez à la fin de la partie évidemment, hein, de combien vous êtes en train de chuter. Et des fois, quand vous piochez un pion, parmi les pions de malus, il y a un pion de seuil critique qui a un bonus. On ne sait pas pourquoi les gars, ils ont envie d'y aller. Donc l'adversaire croit que vous avez baissé parce que vous avez une myriade de pions, mais vous pouvez avoir au milieu de ces pions un plus 2, un plus 3. Bon, c'est rare, mais ça peut arriver. Parmi ces pions, dans ce sac de pions, vous pouvez avoir aussi des événements. Un groupe qui n'obéit pas, qui déserte, un général qui se fait tirer dessus, des problèmes météo, enfin plein de trucs. Donc ça met du piquant dans la partie. non, elle est super, cette petite règle pour tout ce qui touche à ce genre de conflit. Ah, ils n'ont pas brillé, les généraux nordistes. Ça, c'est clair et net. Par contre, au niveau des combats, il y a quand même pas mal de choses à faire et les objectifs, normalement, donnent une possibilité aux nordistes de pas, pas, pas gagner peut-être, mais bloquer la bataille. Ah Comme je le ok. disais à Ouais. McDowell, chaque hauteur rapporte des points de victoire. Donc Le résultat des c'est courses, cette c'est bataille, hein. Ouais. que ça donne une chance quand même à chacun de jouer. Les trois quarts des scénarios ne sont pas des batailles d'attrition. Ouais, c'est bien, ça Si on change. joue que de la bataille d'attrition, c'est défavorable pour le nordiste à chaque fois, hein. Alors, Winchester, on a le major général Nathaniel Blanc Nathaniel Banks. et Taylor. Oh, Et les voilà. belles cartes, quoi, c'est super. Donc là, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette bataille? Ouh, beaucoup de cavalerie là-haut. Alors là, il y a pas mal de cavalerie parce que c'est les restes de l'armée de Banks. Hein, il a pris ses positions. Il y a la cavalerie d'Asby qui l'a occupé pendant un moment. Et finalement, Jackson a cerné Front Royal et s'est positionné avec Ewell complètement sur le flanc et l'arrière de Banks, qui a dû partir en quatrième vitesse vers Winchester. Et arrivé à Winchester, il fait demi-tour en disant bon les gars, on va reprendre les rangs parce que comment dire, la retraite s'est transformée littéralement en déroute et il faut arriver à reconstituer l'armée. Ah ouais, ouais, c'est une campagne vachement originale en sécession. Alors je sais pas s'il y a d'autres joueurs, ils mettront dans les commentaires leur avis, s'ils l'ont simulé dans d'autres règles. Nous, on va se lancer grâce à Mike là-dedans, donc c'est super. Les ordres de bataille, c'est l'ordre de bataille entre le nordiste et le sudiste sont énormes. Ah ben je vois, La hein. différence c'est du 2,5 facilement de différentiel entre le nord et le sud. Donc ça, c'est... Favorable au sud. Ouais. Ce qui peut être intéressant, c'est l'effet de surcharge sur la table, c'est d'avoir deux divisionnaires sudistes et un divisionnaire et un commandant pour l'Union. Et il faut essayer de retarder la prise de. Le scénario, c'est 10 tours, et il faut retarder la prise de de Winchester. Alors attends, je cherche... Sachant que le nordiste, au début de la partie, se déploie grosso modo comme il veut sur la moitié de la table. Ah purée. Et là, on voit si je dis pas de bêtises, c'est les tigres de Louisiane, ça, non? C'est ça, c'est les Tigres de Louisiane. Les Tigres de Louisiane, c'est la brigade Taylor dans la division Ewell. Si tu remontes un petit peu, tu vas voir la division Ewell et la fameuse brigade Taylor. Et Taylor,
Ils avaient pris juste en dessous, voilà, en dessous de Jackson. Tu as Division Ewell et la deuxième brigade. Ah ouais, ouais, ok. On voit un armement un peu différent, ok. Et en fait, t'as fait une règle spéciale pour eux dans la campagne ou... Exactement, parce que si c'est des troupes qui avaient une bonne réputation de combat, quand on les mettait à proximité de chariots de ravitaillement, de villes ou d'endroits où il y avait possibilité de faire de la rapine, ils étaient brillants dans ce domaine en termes d'indiscipline. Ah ok, donc en Donc, fait, grosso modo, c'est l'une des unités d'élite des sudistes. ouais. Mais si jamais un des régiments des Tigres de Louisiane, n'importe lequel, hein, ou voire tous, rentrent dans la ville, on dissout sur le champ. Ah non, c'est pas interdit. Le joueur peut les faire rentrer, mais ils seront dissous sur place. Puisqu'automatiquement, ils vont aller se lier partout dans la ville Donc en fait, pour. tu prends tes socles et tu les dispatches dans la ville comme ça, c'est ça? Comment en, tu joues? en quelque. Juste une représentation, tu laisses un socle pour dire qu'il y a un régiment dedans. Le Et, reste, et tu peux continuer à Le, les le reste du déplacer? régiment, il dit tout. Et tu peux plus les jouer, ils sont dissous, ils sont occupés à aller piller les maisons à droite et gauche, les entrepôts, tu les as perdus. Mike, tu les fais pas Mais rentrer dans la ville du coup. ton régiment de choc, faut que tu réfléchisses à 3 fois si tu les fais rentrer dans la ville. Et la particularité, c'est que ça va donner aux autres régiments, qui rentreront par contre dans la ville, un +1 au corps à corps et un +1 au shoot. Ah, d'accord, bah ouais, ouais, parce que Parce je qu'il pigeais pas, quoi, y a je me des dis. tigres de l'eau, ils se baladent partout. Ok, donc ça foulera dans la tête à tout le monde, donc du coup les autres ont un bonus, c'est ça? Donc c'est ça moi que j'aime bien, c'est quand j'ai un joueur de la communauté qui s'approprie la règle et qui fait péter des règles. Alors il nous l'a soumis plusieurs fois, Reynald et moi quand même, hein. Bon, j'avoue avoir lu un peu en diagonale, sauf pour l'interview où je me suis appliqué, mais c'est plus Reynald hein, qui est fanat de ça. Moi c'est Napo, Japon, enfin tout le reste quoi, tout. Et ça, c'est cool parce que sur Wargame, sur le wargame.com, vous y allez, il y a plein de trucs gratuits, à part Légion d'honneur, parce que ça, on y a travaillé il y a longtemps. Vous téléchargez, vous nous contactez, en fait, en bas, nous contactez, ça arrive dans ma boîte mail, et vous nous proposez des idées. J'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Là, il y a les Québécois qui ont envie, sur ma liste 1870, qui ont envie de rajouter des troupes de cavalerie française qui manquent, que j'ai oubliées. J'ai dit, mais vas-y Cédric, fais-le, vas-y, régale-toi. Tu nous soumets le truc un peu avant, parce qu'on voit le jeu en globalité, et puis t'y vas. Bon, même s'ils ont super bien compris la règle, nos copains québécois. Donc, on continue un petit peu. Rapido, oh purée, tu t'es lâché sur les cartes. La bataille de Crosquet. Alors là, c'est Ewell toujours et Frémont. Ok. À partir de Winchester, la deuxième partie, où les ODB sont coriaces, hein. Bon, J'ai eu quelques hésitations à passer en brigade. Ça allait faire un petit peu léger. Donc j'ai ouais. laissé, et comme au départ j'ai mis au régiment, j'ai laissé au régiment. Après, ce que je vois là, ce que tu as fait, cette colonne, c'est UB. C'est unité de base, en fait, hein. Pardon pour les gars qui n'aiment pas les acronymes, mais c'est pour aller plus vite quand on a rédigé la règle. Ça, c'est le nombre de socles. Sur le socle, il y a 4 figurines. Donc, vous voyez, ça fait 12, 12, 12. Donc là, pour les gars qui jouent à Fire and Fury, par exemple, c'est 3 socles, quoi. C'est pas la mort hein, non plus, hein. Ou alors, on peut peut-être jouer un morceau de la bataille, si on n'a pas assez de figues, je sais Oh, pas. Ok, 20 unités, mais des petites unités, en fait, hein. Donc, on peut... ouais, c'est ok. ça. Donc, au début, tu dis qu'il y a des escarmouches, et après, c'est une vraie bataille rangée. Est-ce que dans la Oui, ça partie... commence gentiment. Frémont passe son temps à regarder les lignes et à pas trop bouger. Il n'est pas spécialement très agressif comme général. Et Ok. il sent qu'il y a peut-être une possibilité. Ça fait 2, 3 jours qu'il est au pied des troupes des Wells. Et finalement, il commence à envoyer 2 brigades pour tâter le terrain. Ça s'égratigne, mais ça avance. Et ça finit par vraiment s'accrocher très fort. Et ça s'accrochera tellement très fort que Frémont va décider de faire retraiter ses troupes et va terminer la journée par un bombardement d'artillerie totalement inutile. Ok, ok. Donc en fait, ils ont inventé dans cette campagne une sorte de stratégie offensive-défensive, non? Oui, oui, c'est le fait qu'il ait lâché ouvertement Jackson dans la vallée.
Ça a poussé vers une offensive qui a en même temps favorisé les défenses du Richmond. Et donc on arrive après sur la dernière bataille de la campagne, je crois, la bataille de Port-République, En République. où Jackson a gagné. Alors, Jackson a gagné, je la placerais plus comme une forme de match nul, mais enfin, c'est vrai que ça a permis à Jackson d'avoir les mains parfaitement libres, cette S'il avait bataille-là. perdu cette bataille, Jackson, qu'est-ce qui se serait passé pour la guerre de sécession? Ça aurait pu sérieusement compliquer les choses parce qu'il n'aurait pas pu quitter la vallée, déjà. Ah ouais. Ça aurait renforcé la volonté des troupes nordistes dans la région. Il n'aurait pas pu quitter la vallée, donc il n'aurait pas rejoint l'île à Richmond. Et Et ça la aurait... bataille des 7 jours aurait certainement changé de visage. Ok. Purée, alors attends, là, pendant que tu parles, j'ai scrollé. Attends, mais quand même, le nordiste, il a deux brigades face à une, deux, trois, quatre, cinq brigades, et tu me dis qu'il y a eu un genre de match nul? Alors, ça joue sur la longueur. Ça se joue pas sur la. Enfin, ça se joue plutôt, oui. Ça se joue sur la longueur, pas sur la largeur, comme d'habitude, ce qui fait que les deux brigades nordistes peuvent quand même prendre pas mal de terrain. Il y a beaucoup de barrières. Or, les deux brigades nordistes ont méchamment accroché le terrain parce qu'elles étaient conscientes que si jamais elles lâchaient le terrain, les sudistes allaient risquer d'anéantir toute la division. Ah, ok. Très très fort. Il faut voir qu'à ce stade, ça fait plus de 15 jours que la promenade de Jackson dans la Shenandoah dure. 550 kilomètres de parcouru au travers des montagnes, à franchir plusieurs cols, à livrer plusieurs batailles. La moitié de l'armée n'a quasiment plus de chaussures. Les munitions commencent à être un petit peu épuisées, même si Banks a été très très généreux avec eux. On arrive à une armée qui est un petit peu au bout d'elle-même et qui a donné énormément, qui fonctionne essentiellement sur la fierté d'être l'infanterie pédestre de Jackson. Grosse bataille et pratiquement des escarmouches tous les jours. Ouais, donc c'était vraiment non-stop, c'était pas, ouais, c'était, j'allais dire harcèlement, mais c'était du non-stop, quoi. C'était ouais, intéressante cette Non, non, campagne. ça c'est une des particularités entre autres de la guerre de sécession, c'est que les interbatailles sont toujours très actives. C'est pour ça qu'on dit que la guerre de sécession, il y a plus de 10 000 batailles qui ont été livrées. Alors, on revient un petit peu, on va terminer là sur deux, trois questions. Euh, En fait, dans Royaume et République, on a trois niveaux de qualité, comme dans plein de jeux, hein, conscrit, régulier, vétéran, il y en a même d'autres, levé, élite, etc. Mais bon, ça joue un rôle central, en fait, dans la règle, l'armement aussi. L'armement qu'on a change les portées de tir, les bonus au tir, etc. Dans la Shenandoah, on a Jackson, qui mélange des troupes très inégales. Est-ce que le système Royaume et République, Oui. dis Franco, hein, c'est pas parce que je suis là, hein, dis-moi Franco, est-ce que ça a bien rendu cette hétérogénéité ou alors tu as dû adapter certaines règles du jeu ou ça s'est emboîté pile Non, poil? non, j'ai eu aucun effort à faire à ce niveau-là, puisque le régiment a son niveau d'entraînement qui est bien particulier, son niveau de morale qui est particulier, et ça s'adapte très facilement avec RR. C'est justement le plaisir de RR. On peut faire des armées qui sont complètement hétéro. C'est, Hétérogène et asymétrique. Je vous rappelle les gars que Royaume et République c'est un wargame. Délibérément, bon, on met des points pour assurer les joueurs, mais il faut jouer des batailles historiques. Vous faites exactement ce qu'a fait Mike. Bon, lui, il a levé le niveau, il a fait la campagne en entier. Vous voyez une bataille, vous prenez les cartes, vous prenez les ODB, croisez-en plusieurs, hein, parce que des fois, mon expérience me fait dire, surtout en Apo, qu'il y a des ODB très ouais. différents. Hein. Croisez-en plusieurs et la règle s'adapte à Mike. Hein. Et puis vous pouvez nous appeler, ou Mike, là maintenant, qui devient un référent en sécession. Ça y est, je t'ai emboîté, Mike, dans le process des furieux. Je t'ai emboîté. Donc Mike, là j'ai mis l'eau à la bouche de plein de joueurs sur cette campagne. J'espère que ça va plaire. T'as fait un boulot monstre. T'as fait voilà. Hein, là je scrolle un peu tout le texte, tout ce que tu nous as mis sur la campagne. Bah oui, comme c'est des batailles séparées, je me suis permis de faire quand même une partie historique qui est très importante parce que ça permet vraiment de voir comment s'est emboîté tout le sujet. T'as vraiment bien bossé parce Et que je les vois. annexes, Ouais, voilà. Dis-moi. Vas-y.
Je disais, les annexes qui permettent de marquer les régiments, parce que le problème de la guerre de sécession, c'est que tout le monde se ressemble. Ouais, donc en fait, ça, tu l'imprimes, tu le mets derrière ton socle de ton régiment de commandement et tu sais le nom du régiment. Ah, t'as mis la classe, toi, en plus, Voilà, et l'armement, parce que ça change beaucoup d'une arme à l'autre. On le voilà. met sous le socle et on le lit. Ok, super, ça, c'est du beau boulot. Ça plairait à Reynald. Moi, ça me plaît en tout cas, parce que là, vous voyez une façon de jouer à Royaume et République où, ouais, il faut jouer histo, la règle est facile. L'idée, c'est de se faire plaisir avec l'histo. Ouais, tu as tout fait, quoi. Tu as fait tous les. Merci, Mike. Je te dis merci. Ah, bah ouais, on finit là-dessus. Elle est trop belle, celle-là. Elle est top. Attendez, je la zoome. Je la zoome. Voilà, regardez-le. Ah, l'IA, quand même, hein, c'est génial, hein. Alors, tu m'as Ah oui. fait une vidéo essai il y a 2 jours, ou non, t'as posté une vidéo où on te voit avec ton chapeau, là, avec la plume de Reconstruit. Oui. Ouais. Dis un mot sur ce chapeau-là pour les joueurs. Ah bah ça, ça s'appelle le hardiette. C'est le chapeau réglementaire avant la guerre, qui fait partie du grand uniforme de l'armée des États-Unis, Ouais. qui va être encore très pratiqué dans certains régiments, tels que l'Iran Brigade, que tout le monde connaît plus ou moins, hein, Ouais. qui vont porter ce fameux chapeau noir. Et c'est un chapeau qui a été vite remplacé par ce qu'on appelait le forage cap. Donc c'est le. Ouais, non, C'est-à-dire. mais c'est cherche mes mots surtout, c'est Ouais, génial. ouais, on s'est levé tôt, les Le, gars, le pour mec faire qui la est sur. vidéo, là. Il est 8h15, on a mis le réveil. Enfin, moi, j'étais réveillé avant, à 6h. Et on a commencé à 7h15 tous les deux, la vidéo du dimanche matin. Nos femmes dorment. Enfin, la mienne dort encore, je sais pas la tienne. Mais en tout cas, on est des tarés quand même, hein. C'est pour vous, les copains. Donc, vous allez retrouver Mike. Alors, regardez ce que je vous partage. Ça, c'est le site Facebook de cette excellente association parisienne Figurines et Stratégie, qui organise depuis des décennies ce qui s'appelle la levée en masse. Alors, tiens, on va voir si ça Ouais. marche. Là, Bah, l'invite. 26e levée en masse, donc ça fait 26 ans qu'ils la font. Ouais, moi à l'époque, il y a peut-être 25 ans, j'y participais, je jouais à Warhammer Ancient Battle en tournoi avec des Anglais et tout. Donc c'est le 6 et 7 juin 2026, l'entrée est libre. Il y a plein de démos. Bon, allez voir, moi je vous conseille d'aller voir sur Facebook. Voilà, hein, vous mémorisez, je mettrai dans les liens de la vidéo le lien de Stassos. C'est des mecs sympas qui font tout ce qu'il faut pour nous. Ça dure 2 jours. C'est au Kremlin-Bicêtre à Paris. Nous, on y sera avec à Wargame, puisqu'on va avoir notre cher Mike, là maintenant, qui est membre d'honneur à Wargame, qui va animer une table qui n'a rien à voir avec ce qu'on a dit, qui est sur la bataille du Col Crampton, apparemment. C'est de la démo. Donc, dans Royaume et République, il y a 3 phases dans le jeu qui se dessinent au cours de la partie. Il y a une phase de manœuvre, c'est un jeu très manœuvrant. Les armées sont pas placées sur la table d'office, elles rentrent par le bord de table en colonne de marche généralement. Donc il y a une phase que j'adore, moi, qui est la phase de manœuvre pour savoir, comment dire, se positionner par rapport à son adversaire. On met des brigades ou des divisions les unes derrière les autres, c'est super bien. Ensuite, il y a une phase où les armées se déploient, et puis il y a beaucoup d'échanges de tirs. Ça, c'est le gros tiers du milieu de la partie, même on peut dire une grosse partie de la partie. Et enfin, il y a une autre partie où ça craque. Il y a des charges, des tirs fatidiques qui font qu'il y a des zones qui craquent et le gars essaie de remplacer avec une brigade de réserve ou pas, ou des reculs. Vous voyez, il y a vraiment cette approche-là. Là, pour le col de Crampton, je dis tout ça, c'est pas pour le plaisir de parler, c'est que Mike a fait le choix d'une bataille pour faire des démos où on enlève la première partie, qui est la partie manœuvre. Ma préférée. C'est pas grave. Moi, je me plie à leur retour, puisqu'il a fait des démos avec des potes à lui, où apparemment, Mike, ça passe bien. Pour. Oui, ça a passé bien et j'ai eu la chance quand même d'avoir Maxime qui s'était porté volontaire pour faire le bêta et qui n'avait jamais joué. Il n'avait jamais essayé Royaume et République et il a été très très vite très à l'aise. Justement, il s'est retrouvé engagé très tôt et ça lui a ouvert vraiment le jeu avec toutes les règles vraiment du jeu en elles-mêmes qui se heurtaient à lui dès le tour 1 et 2. Donc il a pu très rapidement être à l'aise avec les règles.
Ça apporte aussi pas mal de bons visuels, a priori, puisque le sudiste qui est là dans ce scénario ultra fragile, ultra faible par rapport au nordiste, est obligé de beaucoup temporiser, beaucoup jouer l'aller-retour entre les troupes qui reculent, celles qui reviennent, et ainsi de suite. Et donc, Et donc il s'est ça a éclaté. donné une partie très vite. Donc en fait, Mike va faire en fait cette démo. Je crois que tu as déjà le samedi 3 joueurs et le dimanche matin 1 ou 2 joueurs qui se sont dessinés. En parallèle, on aura 3 tables pour Légion d'honneur où il y a la suite de la campagne de 2026 avec le front Espagne et le front Autriche. Donc je vais revenir vers les joueurs qui se sont inscrits pour leur expliquer comment on va agencer tout ça. On a des joueurs apparemment qui veulent jouer russe, on leur fera une table à part, on va en reparler. Bon, quoi qu'il en soit, 3 tables Légion d'honneur, Napo, une table Royaume et République avec Mike, et une table Ad Honorem Japon, un nouveau jeu qu'on vous propose qui sera, je l'annonce, gratuit, totalement gratuit. Donc j'y travaille, je vais le mettre, là il est à la relecture, je fais les listes d'armées. On l'a présenté à Valence, au salon du jeu, on l'a présenté à Bordeaux, excellente association historique avec des mecs super. À chaque fois ce jeu il fait mouche, les gars adorent. Bon, le but c'est pas de parler d'Ad Honorem Japon aujourd'hui, parce que cet après-midi il faut que je finisse des décors que je suis en train d'imprimer. C'est de revenir sur Royaume et République où vous voyez ce que je vous partage à l'écran, c'est le Facebook de Royaume et République. Donc il y a pour l'instant que 207 membres, hein. On n'a pas les 670 qu'on a sur Légion d'honneur, mais bon, on est bien, vous voyez mes messengers avec tous les copains qui m'ont écrit sur le côté. On voit, là tiens, on voit la dernière vidéo de Mike, et puis je vois que tu as déjà le t-shirt derrière là. Oui, Ah putain, le mec. Et je lui ai rien demandé, les gars, hein. Je vous promets, hein. Il se met le feu tout seul. Des fois, je suis gêné. Alors, on voit ici qu'on a aussi de la guerre de 7 ans. Alors là, on est un peu avant la guerre de 7 ans, quand même, hein. On a de la guerre 1870. Ça, c'est tout ce que propose Royaume et République. Donc, allez voir sur Facebook. On fait aussi les guerres franco-canadiennes. Tiens, ben là, il y a les 2 joueurs que tu as interviewés, Maxime et David. Voilà, on voit plein de ça, parties. au niveau des parties test, je vais essayer de le faire de plus en plus quand si je Ouais, peux en faire d'autres. C'est-à-dire toujours avoir le débriefing et le retour des joueurs. ouais, c'est bien. Ah ben, on voit le col de Crampton là. On voit le boulot que tu as fait. Et, Voilà. ça, c'est les ordres de bataille transmis aux généraux un peu avant Ah, c'est génial. la bataille. Voilà, donc vous voyez une activité somme toute en ce moment très sécession. On peut aussi reconstituer les batailles de 1812 sur le front américain, entre anglais et américains. Les guerres franco-canadiennes, comme je vous ai dit, 1870. Enfin voilà quoi, tout ça, c'est tout prêt. On vous donne donc tous rendez-vous le 6 et 7 juin. Sur plein de sites, on a mis un sondage pour savoir à quelle démo vous voulez participer. Mike attend ça, il vous a préparé tout ça aux petits oignons. Merci à toi Mike, vraiment 1000 merci pour le boulot que tu fais. Je te suis reconnaissant, vous pouvez pas imaginer comme ça me fait plaisir de voir ça. Mike, un mot pour les copains? Bon, ben, c'est content de voir les joueurs, content de voir la communauté. On se met le feu en permanence, c'est sympa. C'est surtout ça qui est génial. C'est une communauté sympa qui aime rire, qui aime échanger, qui aime jouer. Et c'est un pur bonheur. Ouais, merci Mike. Bon, des bises, on se retrouve le 6 et 7 juin les gars. Salut. Salut!